Donc bonjour à tous. Cette présentation sur ce projet de Living Lab Forêt de Montagne, elle a été préparée donc, par trois personnes. Euh, Georges Künzler, qui est comme moi-même de l'INRAE, et Lucie Lombard, qui est la présidente de l'association Forêt Alpine, qui a peut-être, voire probablement vocation à animer et porter ce projet de Living Lab en tant qu'acteur du territoire. Et Georges Künzler est également ici en tant que représentant de l'organisation qui s'appelle la ZAA, la Zone Atelier Alpes. Alors, ce Living Lab se développe dans le contexte des forêts de montagne avec leurs fonctions, leurs services qui sont les mêmes que celles de toutes les forêts, de tous les territoires, de tous les types de climats, matières premières, fourniture, production de matières premières, stockage de carbone, régulation des climats, des cycles comme le cycle de l'eau, protection contre les aléas divers et variés, climatiques, avalanches, chutes de blocs, particulièrement marquées pour les forêts de montagne, réservoirs de biodiversité et bien-être humain, avec aussi quelques éléments de contexte qui sont particuliers. C'est que le changement climatique et notamment le réchauffement global est plus rapide en altitude qu'en plaine, ce qui signifie que les forêts de montagne sont exposées plus vite aux nouvelles conditions climatiques qui accompagnent ce changement. Et l'urgence est encore plus marquée dans le contexte des forêts de montagne que dans le contexte des autres forêts, des forêts de plaine. Et puis, on peut aussi considérer qu'elles peuvent servir de modèle pour anticiper ce qui risque de se passer en plaine. Par ailleurs, on dispose dans ce cas-là d'une communauté d'usagers des forêts et d'acteurs locaux qui sont bien identifiés, concernés, volontaires et qui occupent un territoire de montagne qui est principalement situé dans plusieurs secteurs du Haut-Dauphiné. Et enfin, on a également associé à ces usagers des forêts et ces acteurs locaux, on a des laboratoires de recherche. Alors, deux mots sur l'historique de ce projet. Au départ, on avait deux groupes de scientifiques qui travaillaient sur les forêts de montagne. L'un qui est plutôt centré sur Grenoble, avec des laboratoires qui appartenaient autrefois à l'ex-IRSTEA et qui a ensuite fusionné avec l'INRA pour devenir l'INRAE. C'est notamment le LESM dans lequel travaille Georges Künzler et ces laboratoires sont fédérés au sein de la zone Atelier Alpes. Et puis, on a également un autre groupe de laboratoires de plusieurs unités de recherche INRAE, comme par exemple l'URZF ou mon unité de recherche Biofora, qui travaillait plutôt dans la région de Briançon sur les écosystèmes forestiers. Et les scientifiques de ces laboratoires ont mis en œuvre un certain nombre de projets de recherche dont on va vous présenter quelques exemples après, euh, quelques 5 exemples qui nous paraissent particulièrement emblématiques. Mais en travaillant dans ces forêts de montagne de façon conventionnelle, ils ont forcément collaboré avec des propriétaires forestiers, soit des propriétaires privés, soit des communes, avec des gestionnaires forestiers, et ils ont aussi rencontré un certain nombre d'autres acteurs de ces territoires qui se sont montrés particulièrement motivés et qui nous ont même interpellés et nous ont demandé qu'est-ce que nous avions l'intention de faire pour adapter les forêts de montagne au changement climatique. Et donc, c'est là que petit à petit, on a glissé d'une approche recherche sciences forestières conventionnelles vers une approche qui s'intéresse aux socio-écosystèmes, alors qu'on n'avait pas spécialement les outils, notamment les outils scientifiques pour le faire. Ce qui fait qu'on s'est euh, intéressé vers les méthodes, les outils, les approches qui permettent de développer des projets sciences-société et notamment des Living Labs. Et c'est à nos réflexions ont rencontré l'appel à manifestation d'intérêt du PEPR Forest auquel on a répondu. Donc maintenant, je vais vous présenter très rapidement les deux des 5 projets emblématiques dont je viens de vous parler, qui servent un petit peu ou qui illustrent le socle scientifique sur lequel on construit notre projet de Living Lab Forêt de Montagne.
Les deux premiers, donc, je les présente, et ensuite, c'est Georges qui prendra la parole pour présenter les trois suivants. Alors, le premier, c'est un projet ancien, puisqu'il date des années 60 et qui est porté par l'unité de recherche en zoologie forestière de l'INRA d'Orléans et qui étudie donc depuis plus de 60 ans le cycle de la tordeuse du mélèze, qui est un insecte défoliateur du mélèze qui, euh, dont la taille des populations suit un cycle régulier. On voit les trois premiers pics qui précèdent les années 90 et ensuite un certain nombre d'autres pics. Mais on voit aussi que le cycle de la tordeuse du mélèze est perturbé, en tout cas à l'altitude d'observation traditionnelle, qui est, par exemple, sur le site qui est représenté ici, qui est un site situé sur la commune de Puy-Saint-André, à proximité de Briançon, et ce que les chercheurs qui mènent ce projet ont également observé, c'est que avec des observations plus récentes, puisqu'au départ, le cycle de la tordeuse était suivi à une altitude à peu près constante, ils se sont intéressés à ce qui se passait aux autres altitudes. Ils ont mis en évidence qu'il y avait probablement une remontée en altitude de la tordeuse et qu'actuellement, elle était beaucoup plus fréquente à 2100 mètres qu'à l'altitude d'observation habituelle à 1800 mètres. Le deuxième projet dont je veux parler, c'est des études que nous avons développées là au sein de mon unité, Biofora, et qui utilisent euh, l'approche analyse de cernes, les cernes annuelles accumulées dans le tronc de l'arbre, pour reconstruire l'histoire de la réponse des arbres aux variations de leur environnement et notamment aux variations de leur climat. Et ce qui nous a permis de mettre en évidence ce qu'on voit sur le graphique de droite, c'est-à-dire que la croissance du mélèze est en train d'évoluer actuellement et de façon très différente selon qu'on se situe à très haute ou très basse altitude. Et si on constate une certaine augmentation de la vitesse de croissance radiale en haute altitude, qui est probablement expliquée par l'amélioration des conditions de croissance associées au réchauffement global, on observe aussi là une forte diminution de croissance à très basse altitude qui, elle, est peut-être, voire probablement associée à l'augmentation du stress hydrique pendant la saison de végétation. Alors pour la diapo suivante, je passe la parole à Georges. Merci Philippe et bonjour à tous. Donc oui, moi je vais vous donner un petit peu trois exemples de recherches qui sont conduites au LESSEM à Grenoble et essayer de vous montrer aussi les liens avec les acteurs. Donc le premier exemple dans l'équipe à Grenoble, on est nombreux à travailler sur des questions d'impact du changement climatique sur la dynamique des forêts de montagne, en s'intéressant à la fois à l'impact direct du climat, aux perturbations. Et tout ça dans des forêts gérées, donc en lien direct avec les gestionnaires. On a, dans les dernières années, enfin, depuis de nombreuses années, beaucoup travaillé avec la RDI de l'ONF sur ces questions. Et on a développé un- plusieurs modèles qui s'intéressent à prédire la dynamique des forêts, en particulier sur la plateforme Capsys, et aussi des modèles qui sont plus sur des plateformes un peu plus génériques, que j'ai listé un peu à côté. Euh, donc on a toujours eu une relation assez forte avec les gestionnaires par rapport à comment représenter la gestion qui est mise en place dans ces forêts. Depuis quelques années, on a aussi commencé à avoir l'ambition de connecter ces modèles avec des approches plus économiques pour évaluer le- les impacts économiques de différents choix de gestion. Et on a aussi des chercheurs de l'équipe qui sont eux des économistes qui commencent à travailler sur ces questions, par exemple, comme sur des questions de fourniture en bois énergie, bois bûche. Voilà, tu peux passer à la diapo suivante, Philippe. Donc, une autre spécificité des travaux à Grenoble, c'est que en fait, les forêts de montagne, je pense contrairement aux forêts de plaine, elles ont une fonction qui est assez majeure, qui est la protection contre les risques naturels de différents types, érosion, avalanche, coulée de boue et chute de blocs. Et dans notre équipe, il y a eu beaucoup de travaux sur le rôle de protection contre les chutes de blocs. Merci, Philippe, tu peux avancer avec l'animation. Voilà. Donc en particulier, il y a eu beaucoup de travaux très mécaniques sur la capacité des arbres à arrêter les blocs, hein, parce que finalement, en zone de montagne, la forêt, c'est un espèce de filet par pierre naturel
qui représente une sécurité très très importante pour les routes. Tu peux avancer. Donc avec des modélisations très très mécanistes à l'échelle de l'arbre. Et si tu avances encore un peu, et ensuite vraiment des modélisations qui cherchent à évaluer de manière plus large et cartographier les zones où il y a un rôle de protection qui est assuré, et en particulier là où il n'y a pas de problème de protection qui n'est pas suffisant. Donc, bien sûr, maintenant, se rajoute la question de comment ces forêts vont pouvoir continuer à assurer ce rôle de protection, avec l'augmentation des risques naturels. Et ensuite, on a listé le lien avec, de nombreux gestionnaires là, parce qu'il y a beaucoup de questions, ah pardon, sur ces oui merci. Sur ces questions de protection, il y a quand même aussi beaucoup de questions sur la manière de gérer ces forêts. Voilà, et alors le dernier exemple que je voulais donner, c'est, des travaux qui sont plus sur, des questions de conservation de la biodiversité, avec trois grandes questions, des exemples de l'impact du type, de structure forestière, la quantité de bois mort, la présence de gros arbres sur la biodiversité. Récemment, on s'est en particulier intéressé à la biodiversité, du sol avec des approches métabarcoding, mais aussi, la biodiversité à différents niveaux, taxonomiques dans la forêt. Et enfin, deux manières de un peu spatialiser ces questions de l'impact de la structure de la forêt, à large échelle. C'est des approches qu'on essaye de connecter avec l'ancienneté des forêts en utilisant des approches historiques, hein. Là, j'ai mis un exemple de carte d'état-major. Et ensuite des approches de cartographie des forêts matures, donc des forêts qui sont vraiment, ont peu été exploitées dans les dernières années avec des approches lidar, dans des parcs régionaux autour de Grenoble. Voilà, je te rends la parole Philippe. Ok, merci Georges. Et donc sur ce socle scientifique, l'idée maintenant, c'est de développer une vision pour notre nouvelle approche science-société. Et l'idée, c'est, après avoir été interpellé par des acteurs locaux pour proposer de nouvelles solutions d'adaptation de ces forêts de montagne au changement climatique, on s'est demandé comment faire. Et on s'est dit, grâce au dialogue, au nouveau dialogue qu'on a créé avec ces acteurs locaux, c'est qu'un point important, c'est qu'il fallait maximiser la probabilité que les solutions d'adaptation, les solutions techniques qu'on était capable de proposer soient réellement mises en œuvre. Et pour ça, on retrouve un certain nombre des thèmes qui ont été évoqués par Maxence tout à l'heure. Et il nous a paru indispensable de constituer une base de connaissances non seulement scientifique, mais également technique et locale commune, euh, et non seulement à partir des données disponibles, mais également à partir de nouvelles données, parce qu'en réalité, on sait, on possède un certain nombre de données, d'informations, de connaissances sur ce qui a eu lieu dans le passé, mais on en a beaucoup moins sur ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de profiter de cette nouvelle association Sciences-Société pour identifier et produire ensemble les connaissances qui manquent, et ce, de façon collaborative. Pour ça, on veut souligner l'importance donc des réseaux d'observation comme Orchamps, qu'on va présenter brièvement tout à l'heure, et également de partager les connaissances et de s'appuyer sur cette nouvelle culture scientifique, technique, locale, commune pour coélaborer ces futures solutions d'adaptation qui seraient, on l'espère, plus consensuelles et qui minimiseraient aussi les risques de conflit d'intérêts. Alors, on a des partenaires potentiels qui sont les laboratoires de recherche. Donc, on a parlé de l'INRAE, il y a aussi l'Université de Grenoble, le CNRS, le CREA, et puis toutes sortes de représentants des usagers des forêts de montagne. Donc, je les liste de façon non exhaustive. Disons que ce sont les principaux. On a les propriétaires des forêts, publics et privés, leurs représentants, comme l'Association des communes forestières, le CNPF. On a des gestionnaires, des administrations, des organisations territoriales comme les communes, les communautés de communes, le PETR Grand-Briançonnais, l'Office national des forêts, la métropole de Grenoble, les PNR et les PNE, et puis des organisations professionnelles de la filière forêt-bois, de l'agriculture, puisque souvent ce sont des forêts qui abritent de l'élevage, du tourisme, des établissements d'enseignement, depuis le primaire jusqu'au supérieur, et des associations citoyennes, notamment environnementales et naturalistes, comme la LPO, Environnement et Solidarité à Briançon, Arnica Montana, etc.
Donc j'ai parlé d'observer, donc on a besoin d'observer, d'une part parce que certains des symptômes de l'impact du changement climatique sur les forêts sont très visibles, je pense au dépérissement et aux mortalités, mais d'autres le sont beaucoup moins. Je pense par exemple aux effets sur la phénologie, mais aussi sur ce qui se passe pendant la période de dormance en hiver. Et puis d'autre part, parce que l'écosystème forestier abrite toute une communauté d'organismes avec une complexe et avec tout un jeu d'interactions qui sont elles-mêmes affectées par le changement climatique et qu'on a besoin de connaître. Alors où? Donc, comme je disais tout à l'heure, on a des territoires qui sont déjà identifiés et qui se trouvent à peu près, en ce qui concerne la zone cœur, dans une bonne partie du Haut-Dauphiné. Mais on n'exclut pas de s'intéresser à d'autres zones d'intérêt qui peuvent se trouver ailleurs dans le massif alpin. En... Oui, voilà. Et comment observer? Là, je vais partager avec vous un exemple d'observatoire qui existe déjà, qui est hors champ. Donc là, si tu veux, Georges, je te repasse la parole pour que tu présentes hors champ. Ok, merci Philippe. Donc oui, alors en termes d'observation, ça c'est une plateforme qui existe déjà et qui a été mise en place dans le cadre de Sentinelle des Alpes, une des actions de la zone atelier, zone atelier Alpes. Et donc c'est un observatoire qui n'est pas spécifiquement que sur les écosystèmes forestiers, mais qui couvre aussi les écosystèmes forestiers, hein. C'est un observatoire qui est porté par Wilfried Crier au LECA, au CNRS de Grenoble. Et donc, moi, je suis responsable de la partie forêt dans cet observatoire et c'est un observatoire qui a la particularité de vouloir observer, la biodiversité, multitaxonomique, dans des écosystèmes, depuis les écosystèmes forestiers jusqu'aux écosystèmes de haute montagne, avec des approches pour vraiment couvrir l'ensemble, des niveaux, trophiques, en particulier avec un investissement fort dans les approches métabarcoding sur le sol, la flore et aussi, sur, la forêt, et qui nous semble être une base intéressante pour, déjà construire. Une des particularités de ce réseau, c'est il a été construit en collaboration avec de nombreux acteurs, là, il y en a qui sont présents aujourd'hui d'ailleurs. Vous ne pouvez pas tous les lister. Des relations très fortes avec les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux et les acteurs locaux et avec une démarche, forte, d'ouverture des données. Donc les données sont disponibles, de manière ouverte sur le site web. Donc ça nous paraît une démarche qui va dans les approches que citait Philippe, dans sa présentation avant. Merci Philippe. Merci, Georges. Et pour terminer, on va dire un mot sur les principes et méthodes de travail auxquels on commence à penser. Alors, l'inspiration de base repose sur la méthode que nous a présentée Maxence tout à l'heure, avec un certain nombre de points sur lesquels on insiste peut-être. C'est le fait que on voudrait une organisation pérenne pour aller au-delà du terme habituel des projets de recherche, hein, de 2, 3, 4 ans. Euh, avec un équilibre sciences-société et un fonctionnement participatif, et avec un engagement des partenaires de façon à assurer une animation permanente du Living Lab. Donc, quand je parle d'engagement, ça va jusqu'à peut-être un engagement financier des partenaires qui permettrait également de dégager un fonctionnement de base justement pour assurer une animation permanente. Alors, ce projet doit être construit, mais surtout co-construit par un groupe pilote représentatif de la communauté sciences-société. Et puis, on pensait également à une charte qui pourrait exposer les principes du Living Lab et auxquels pourraient adhérer les participants du Living Lab. L'objectif général, c'est le maintien des fonctions et des services et des forêts de montagne, toutes les fonctions et tous les services, qu'ils soient marchands ou non marchands, dans le contexte de l'adaptation, et on entend bien par adaptation à la fois les mécanismes naturels de l'adaptation des organismes, de ces écosystèmes, et les interventions humaines qui en font justement des socio-écosystèmes. Alors,
Ça, on a vu qu'il y avait un lien avec un certain nombre d'autres initiatives, notamment nationales, mais aussi internationales. Donc, le lien avec le PEPR Forest, il a été présenté tout à l'heure. Et puis, on voulait aussi insister sur le fait qu'il y avait un lien avec d'autres projets ciblés du PEPR Forest, notamment les trois qui sont cités là. Régéadapt sur la régénération euh, des forêts face au changement climatique, Monitor, notamment pour le monitoring de la biodiversité dans les forêts de montagne, puis X-Risk, pour, qui met bien enfin, qui s'associe bien avec le rôle particulier de protection que jouent les forêts de montagne. Alors, il y a également, alors là, je vais te laisser, Georges, peut-être présenter le Living Lab Anabas Oui, du PEPR Solubiode. oui, donc un des intérêts aussi de faire des connexions avec la zone Atelier Alpes, c'est que la zone Atelier Alpes est aussi un living lab euh, pour des écosystèmes non forestiers du PEPR Solubiode. Euh, et de manière générale, ben, je pense que la zone atelier, c'est aussi euh, une ressource intéressante en termes de connexion de nombreux acteurs. Donc, on profite pour mentionner que cette année, les journées de la zone atelier Alpes vont être focalisées sur des questions, sur la question des écosystèmes forestiers, des socio-écosystèmes forestiers, pardon. Donc, typiquement, ça va être aussi une journée qui va permettre d'avoir des échanges avec les acteurs au-delà de ce qu'on a présenté aujourd'hui. Hein. Il y a Raphaël qui a mentionné les travaux qui sont faits euh, l'UGA aussi sur l'approche forêt alpine en transition. Donc, il y a aussi une plateforme qui permet de connecter avec d'autres acteurs. Voilà, je te laisse parler du PPI, Philippe. Oui. Et le dernier point que je voulais exposer rapidement avant de terminer, c'est parler d'une initiative INRAE, enfin d'un groupe d'initiatives INRAE qui s'appelle les PPI, les Programmes prioritaires internationaux. Il en existe 6 sur 6 thèmes différents et il y en a un qui est consacré à l'adaptation des forêts et des agroforêts au changement climatique. Et dans le cadre de ce PPI, il y a un groupe d'experts international qui a été créé et qui a réfléchi sur les outils, les approches, les méthodes qui peuvent permettre d'aller vers une meilleure adaptation de ces forêts et agroforêts au changement climatique. Et parmi les outils et les méthodes qui ont été identifiés, justement, ce sont toutes les approches sciences-société et qui vise à considérer les écosystèmes forestiers comme des socio-écosystèmes. Et donc ça, c'est un point dont on pourra reparler si on aborde les aspects internationaux plus tard dans la discussion. Mais c'est une approche qui est parallèle par exemple, aux travaux qui ont été menés à AgroParisTech ou qui ont été menés euh, ou qui sont en train d'être menés par le PEPR Forest dans le cadre du PC4, dans le PC Hub, et qui pourrait très bien se compléter dans une certaine mesure pour, euh, pour l'aspect, pour la partie internationale de ces projets-là. Voilà. Donc, je vous remercie, on vous remercie pour votre attention.